On va commencer donc cette rencontre avec Thomas Verguet. Bonsoir. Avant de commencer, juste quelques précisions. Cette rencontre intervient dans la semaine départementale de l'histoire et de l'archéologie, organisée par le département du Var et par la médiathèque départementale du Var. Un merci à la médiathèque de Saint-Raphaël d'accueillir cette rencontre. Et enfin, à la fin de la rencontre, il y aura une séance de dédicace de Thomas Verguet, en partenariat avec Charlemagne Fréjus. Donc oui, venez me voir, je vous ferai des petits dessins. C'est ça. Donc Thomas, merci d'être là. Tu viens nous présenter donc Picette, résister à Napoléon, édité chez Glénat. Co-édité par Le Cerf. Exactement. Avant de commencer, avant de s'attarder sur la bande dessinée, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je vais te demander de te présenter. Très précisément. Vas-y, on t'écoute. Bonsoir, donc moi je m'appelle Thomas, je suis donc dessinateur de BD, j'ai d'autres activités, je suis également illustrateur dans le jeu de société. Alors bon, je vais vous faire rapidement un peu mon histoire. On a le temps. Je suis, déjà, je suis né à Aix-en-Provence, donc je suis plutôt de la région. Donc j'ai passé toute mon enfance jusqu'aux études supérieures où je suis allé sur Lyon et finalement j'ai fait un diplôme d'ingénieur, quelque chose qui n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on va voir ce soir. Après bon, il y a la BD, ça s'est imposé en parallèle en fait, c'était une passion. Tu étais sur le graphisme, tu cherchais un peu graphisme, dessin animé, bande dessinée, alors j'avais cette passion-là. Après bon, comme peut-être beaucoup d'enfants, voilà, j'ai suivi un peu, poussé par les parents, une carrière un peu plus sérieuse, on va dire. Et voilà. Et pendant mes études d'ingénieur, bon, c'était en informatique, donc il y avait quand même un lien, moi. Donc j'ai toujours aimé tout ce qui est les graphismes, etc. J'ai vu qu'à la médiathèque, ils avaient une salle assez, avec des jeux vidéo, etc. Donc moi, c'était l'aspect informatique qui m'intéressait. Et puis finalement, voilà, pendant les études, alors c'est un moment très particulier où je me suis dit, soit je continue sur un doctorat, et pour partir vers quelque chose, tout ce qui est environnement 3D, graphique, etc. Soit je me suis dit, bon, 4 ans, je fais de la BD à fond, et puis j'essaie de sortir ma propre BD. Voilà. Et donc c'est ça, donc tu as bifurqué j'ai bifurqué, vers la BD. J'ai fini mes études pour rassurer mes parents. Quand même un diplôme, oui. Et la transition s'est faite assez rapidement, voilà, c'était... Les premières, j'avais les années où, finalement j'ai commencé à faire quelques entretiens d'embauche et c'était à peu près évident que c'était pas là où j'allais m'épanouir, etc. Donc voilà, j'ai mis quelques années quand même à me réorienter. Bon, j'aurais pu aller plus vite, mais finalement je suis parti en Belgique, le pays de la BD. Disons l'origine en fait. Il y a pire comme lieu pour la bande dessinée. Et voilà, à l'issue de 3 ans en Belgique, j'ai signé mon premier contrat chez Glénat qui était pour l'album de Magellan que vous voyez en haut à gauche. Tu as fait aussi tu passais par le fanzina, je vois, tu as fait du fanzine, donc tu as fait des petites, t'as gravi un peu les échelons de la bande dessinée, quoi. Alors voilà, de manière plus précise, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours, on va dire, eu un coup de crayon comme on dit. Après bon, j'étais très occupé, donc je dessinais pas beaucoup, j'étais plutôt un élève sérieux, donc je dessinais un peu dans les marges de mes cahiers, mais pas trop. Et finalement, j'avais l'envie, mais après je savais pas forcément par quel bout le prendre. J'étais en études d'ingénieur et j'ai cherché un prof particulier. Alors j'ai pas trouvé sur Lyon, parce que j'étais sur Lyon à l'époque. Il y avait pourtant de très bons profs, etc. Mais bon, c'est pas forcément trop facile de trouver un prof particulier de bande dessinée. J'en ai trouvé un sur Marseille. Donc il y a un atelier qui s'appelle le Zarm Atelier, avec 4-5 auteurs un peu connus, reconnus. Et là, c'était des jeunes auteurs à l'époque, et il y en a un qui était intéressé pour me donner des cours, en particulier le week-end, ce qui n'était pas évident. Donc je redescendais de Lyon pour aller prendre mes cours sur Marseille. Voilà, j'étais à la fois très motivé, et puis bon, c'était mon meilleur moment de la semaine. C'était le moment que j'attendais chaque semaine. Et voilà, et du coup j'ai commencé le fanzina en même temps, qui était donc avec un fanzine qui s'appelle Anachronique. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas on a tourné beaucoup dans la région, donc, dans tous les festivals, Var, etc. Au niveau national un petit peu, on a
Bon, alors c'est un groupe de copains, mais c'est aussi, ça permet de faire ses premières classes et de faire ses premières histoires courtes, etc. On a eu la chance on a même été sélectionné à Angoulême au Festival de la BD. Ça s'appelle BD Alternative pour les fanzines. Et voilà, et c'est en allant justement à Angoulême que là j'ai eu l'occasion de montrer mes projets, etc., rencontrer les éditeurs, et que j'ai fait mes premiers contacts professionnels. Et donc c'est là qu'on arrive sur Magellan. Alors voilà, Magellan... Donc c'est ton entrée dans le monde, on va dire, professionnel. Voilà. La partie officielle, on va dire. La partie officielle. Oui, parce que... Oui, parce qu'il y a eu plein de choses avant. Oui, juste je dis ça parce que je déconsidère pas, je suis pas devenu bon entre guillemets quand j'ai signé mon album chez Glénat, mais en tout cas au niveau c'est ça de l'entourage, de la famille, ça les a rassurés. Oui, j'imagine. Du coup, si tu veux, on va donc commencer, on va basculer sur la bande dessinée qui nous intéresse, à savoir Pissette, Résister à Napoléon. Alors, même si ce n'est pas toi qui fais la couverture, que je trouve superbe, mais c'est pas toi. Mais il faut quand même le dire. Du coup, comment est-ce qu'on travaille, d'une manière générale, comment est-ce qu'on travaille une couverture pour donner envie à un lecteur d'ouvrir la bande dessinée? Alors, du coup, je vais préciser... Ce qui peut s'appliquer à n'importe quelle couverture. Non, mais alors, en plus il y a une époque où finalement tous les auteurs faisaient leur couverture, et on est passé dans une époque où, de plus en plus, surtout dans des collections qui sont des collections historiques, où ils ont tendance à choisir un illustrateur qui va faire toutes les couvertures, par exemple, c'est le cas pour Pissette. Voilà, Hugo Pinson, ils ont pris un peintre, c'est un peintre, d'ailleurs il fait sur toile, etc., cantoile, pour donner une homogénéité à la collection. Après, disons, c'est peut-être un peu calqué sur le monde de la BD, ce qu'ils font aux États-Unis par exemple, etc., où ils considèrent même que c'est des métiers différents. Il y a des cover artistes qui existent et effectivement, je pense que c'est pas exactement la même chose. Après, nous, on était habitués en Europe. Souvent, c'était l'auteur qui faisait également sa couverture. Et juste pour préciser, alors les autres couvertures, finalement, Magellan, c'est pas moi non plus. Edgar Allan Poe, c'est pas moi non plus. J'ai fait celle de Rimbaud, et j'ai pas fait non plus celle de Pissette. Mais après, c'était... alors pour chaque projet, c'est un peu différent. Parce que Magellan, par exemple, j'avais fait beaucoup de recherches de couverture. Et du coup, on était vraiment en dialogue très très proche avec l'illustrateur. C'était même... alors, sur l'album Magellan, on était 2 dessinateurs, et c'était le cousin de mon collègue, qui est d'ailleurs qui est un très grand peintre, et qui est maintenant qui est rentré à la marine, disons comme artiste officiel, il n'y en a pas beaucoup, peintre de la marine, etc. Donc on a fait un très très bon choix de passer par lui. Et d'ailleurs, nous, notre souci en tant qu'auteur, c'est alors à la fois que ça traduise assez bien l'histoire, ce qui se passe à l'intérieur, mais il y a aussi, il y a une concurrence extrêmement rude. Si les personnes n'ouvrent jamais l'album, déjà on a perdu. C'est pour ça que faire une couverture, c'est quand même un travail assez compliqué, parce qu'il faut donner envie à quelqu'un d'ouvrir le livre. Voilà, pour aller plus loin sur ce thème-là, moi, mon premier professeur de dessin, de bande dessinée, lui, s'était entre guillemets planté sur sa première couverture, ce qui a des conséquences extrêmes en fait alors quand vous avez travaillé 1 an ou plusieurs années sur un album et que finalement celui-ci va pas marcher parce que la couverture n'a pas fait que les gens s'y intéressaient tout simplement. C'est un peu dommage. Pour un petit éditeur, c'est difficile. Alors du coup, moi j'étais très très humble par rapport à ça. Et justement, j'avais pas du tout de mal à accepter d'être épaulé par des gens spécialisés là-dedans, même quelque part. Après, voilà. Vas-y, je te laisse poser. Du coup, non, si tu as d'autres choses à dire, mais si tu veux, j'aimerais qu'on parle un peu de Philippe Thirault. Avec plaisir. Avec plaisir, qui est le scénariste. Donc, vous avez déjà travaillé ensemble. Voilà, vous voyez, et qu'il a écrit à la fois sur l'album de Rimbaud. Je sais pas si vous voyez, c'est peut-être un peu petit. Donc, Philippe Thirault, il est sur Rimbaud et puis sur Pissette. Et donc, est-ce que c'est facile de travailler avec quelqu'un avec qui on a déjà travaillé? Il y a une certaine des automatismes, des habitudes? Alors oui, ça va même plus loin que ça en fait. Alors c'est peut-être un peu fort à dire, mais c'est pratiquement mes collaborateurs, c'est peut-être même des fois plus important que le projet, que même le choix du sujet. Parce que finalement, il y a des gens avec qui on travaille aisément, d'autres... moi, je cherche une certaine osmose
c'est un dialogue en fait, hein. On écrit à quatre mains, on va dire, à deux mains. Et donc c'est plus travailler avec Philippe Thirault qui t'a intéressé. Qu'est-ce qui t'a fait donner envie de... Parce que c'est lui qui t'a proposé le scénario. Alors sur Rimbaud, c'était plutôt moi qui allais le faire et lui qui est venu sur le projet. Et Pissette, c'était l'inverse. D'accord. C'est lui qui avait ce projet-là, qui allait le faire. Il voulait le faire avec moi parce que on s'était effectivement super bien entendu. Mais c'est plus qu'une entente. Hein. Je pense qu'il y a des gens avec qui on est vraiment compatible artistiquement, au niveau personnalité, etc. Et moi, je pense, je ne veux pas dire tout le temps, mais je pense que chaque fois que Philippe me propose un projet, pratiquement chaque fois je dirais oui, parce que déjà, il y a un respect mutuel, j'admire vraiment son travail, et puis le fait de se connaître, c'est qu'il y a, on est amis hein, même maintenant, c'est qu'il y a un vrai dialogue, c'est-à-dire que lui il m'envoie son scénario, je peux faire des critiques ou des ouvertements. Est-ce qu'il te laisse une marge de manœuvre ou au contraire il est assez non, et puis, ça dépend, effectivement c'est de la personnalité de chaque scénariste, etc. Mais Philippe il est extrêmement ouvert, je le trouve extrêmement compétent, extrêmement ouvert, ce qui fait que quand moi je vois des choses qui me gênent, etc., il y a toujours un échange, un dialogue. Donc entre guillemets, je me sens un peu scénariste de l'album, mais parce que en bande dessinée, j'écris avec des dessins, et du coup ça a ça de particulier que c'est autant, c'est un mélange en fait. C'est même étrange que ce soit deux personnes. Et du coup, on ne peut pas forcément le faire avec tout le monde. D'accord, il faut quand même qu'il y ait une alchimie. Du coup, vu qu'on est dans la bande dessinée historique, il y a forcément une rigueur à avoir sur tout un tas de choses, les costumes, les décors, les coutumes de l'époque, et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la documentation. Tu as dû forcément aller chercher de la documentation, comment tu as tout trié, rassemblé, fait le tri, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi... c'est un personnage qui n'est pas exactement fidèle à l'histoire, donc la documentation. Dis-moi. L'image s'est arrêtée. Alors je vais montrer... si tu as des planches. Oui, il y a pas mal de planches, donc on va passer un peu sur les différents projets. J'ai d'abord mis des planches de Magellan. Bon, après, chaque bande dessinée a forcément sa spécificité. Là, c'est 1519. Alors 1519, finalement, on n'a pas la même documentation que... Il n'y a pas trop de photos. Ouais, c'est ça, que 1800, 1900, etc. Là, on avait la difficulté, il y a quatre caravelles de Magellan, et il y en avait une pour laquelle on avait toute la documentation, parce qu'elle a été reconstituée, elle s'appelle la Nao Victoria. L'ancienne, c'était la Victoria, et ils l'ont reconstituée, et du coup, alors pour ça, on a des vidéos, on peut l'avoir sous tous les angles et tout ça. Pour les autres bateaux, c'était pas le cas. Donc on avait surtout le nombre de tonneaux, etc., qui définit la taille du bateau. Donc, c'était pas évident. On pouvait faire avec certains bateaux qui avaient été faits avant, d'autres qui ont été faits après, et finalement, souvent, en bande dessinée historique, on n'a pas toujours la documentation, surtout dans des époques éloignées, et ce qui compte, c'est que ce soit crédible. D'accord, oui. C'est-à-dire que on finit par être... moi j'ai travaillé sur plusieurs albums historiques, et finalement on finit par savoir assez bien tel type de vêtements, tel type de boutons, tout ça, ça c'était l'époque, ça c'était l'époque, ça c'était l'époque. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, mais il y a pas longtemps, je suis allé dans un musée à Madrid où j'habite, et finalement, je me rendais compte que c'était un musée particulier où il y avait justement des mobiliers, des habits de toutes les époques, et finalement, j'ai exercé mon œil suffisamment pour dire ça c'était l'époque, ça c'était l'époque, ça c'était l'époque, parce que finalement, les modes, les mobiliers, etc. Ça décrit précisément l'époque dans laquelle... Une certaine époque, d'accord. Alors là c'était l'exemple des bateaux. Là, pour Magellan c'était plus aussi, vu que c'est une BD d'exploration, les lieux, la Patagonie, etc., que ce soit réaliste et crédible par rapport à des gens, pour des gens qui y seraient allés, par exemple. Donc alors moi je ne suis pas allé en Patagonie. On travaillait avec l'explorateur Christian Clot,
Et lui y allait maintes et maintes fois, donc on travaillait à partir de beaucoup de ses photos par exemple. Mais c'est assez surprenant de dessiner des lieux que nous-mêmes nous n'avons pas vus et finalement avoir des gens en face, des lecteurs qui sont allés, ils nous disent ah ben ça représente exactement. Bon ben alors quand il se passe ça, on est content. Il vaut mieux ça que l'inverse. Et alors depuis Magellan, je veux dire que j'ai pris un peu l'habitude de la rigueur. Bon ça c'est on change d'époque complètement, c'est du fantastique. Mais là, on est à Baltimore en 1800, je sais plus, 1830, un peu plus tard. Oui, donc les routes, les bâtiments, il faut faire attention à les vêtements aussi. Il faut faire voilà, là, on pourrait dire c'est du fantastique, il y a des monstres, etc. Mais finalement, même l'architecture, les habits, il y a malgré tout une rigueur historique. Après, j'ai fait Rimbaud, donc là, c'était la particularité de l'Abyssinie. Alors, là, c'est l'Érythrée, tout ça, donc actuel. Et là, bon, par exemple, c'est sur Rimbaud, lorsqu'il fait son exploration là-bas, il a arrêté d'écrire, etc. Et c'est une partie de sa vie, on a à la fois très peu de références. Donc tu es obligé un petit peu de romancer, d'inventer malheureusement sur certains points. Alors, par exemple, sur le personnage de Rimbaud, on avait juste une photo, une photo où on le voit pas bien, il y a plusieurs photos où on ne sait pas si c'est lui, et du coup c'est très dur, il faut vraiment combler les vides. Alors on fait avec ce qu'on peut. Bon, il y a beaucoup d'écrits, mais bon, les écrits ça donne pas d'informations au niveau des images. Harare, etc. Donc là c'est pareil, il y a une reconstitution de la ville, etc. Souvent, ça consiste aussi à avoir les photos de référence des lieux, et puis finalement d'arriver à les imaginer avec un angle différent, avec... vous voyez la Sainte-Victoire, là, je sais pas. Ah, Saint-Charles, d'accord. Non, mais là, on est plus à Marseille-Saint-Charles, et la montagne Sainte-Victoire... Ça fait longtemps qu'on l'a pas connu comme ça, Saint-Charles. Oui, c'est ça aussi. Là, c'est pareil, c'est qu'effectivement, là, ça correspond à Marseille-Saint-Charles de l'époque. Le nombre de voix... Oui, ça va très loin, hein, je sais plus, bon, l'album remonte à 2016, hein, celui-ci, il est sorti en 2016, mais effectivement, il y avait une vraie recherche de « Ah, ils ont modifié la gare à telle époque », le nombre de voix, c'était pas les mêmes, de trouver finalement les schémas de la gare de l'époque et repartir de ça. Oui, donc ça fait énormément de recherche. Pour en revenir à Pissette, alors ce qui est étonnant, c'est que alors sur cette couverture, je ne sais pas si vous voyez en bas à gauche, à chaque fois il y a le pape de l'époque qui est représenté, et là cette fois-ci on voit Napoléon de dos. Bon, moi j'ai une petite référence à Dark Vador, je ne sais pas si c'est comme ça, mais bon, en plus alors, l'empereur de dos, bon. Et là donc est-ce que tu as découvert ce Napoléon dans ta BD est vraiment extrêmement dur avec Pissette, le pape de l'époque, et donc est-ce que tu l'as découvert toi-même aussi dur, ou à travers tes recherches, ou tu le connaissais déjà un peu comme ça? Non, moi je ne connaissais pas particulièrement. Déjà, c'était une partie de la vie de Napoléon que je ne connaissais pas. Du coup, moi, quand finalement on m'a proposé le projet, j'étais pas particulièrement spécialiste ni de Napoléon, ni de Pissette, mais c'était justement l'occasion, quand je me lance dans un projet comme ça, c'est un projet de longue haleine, hein, c'est tout de suite un an et demi de ma vie en fait. On commence par une grosse phase où on se plonge dedans, on fait énormément de recherches. On dégrossit un maximum. Moi j'avais les connaissances, on va dire, scolaires, hein, de Napoléon. Après en tant qu'adulte, on va dire, c'est une partie qui peut-être m'aurait moins intéressé en tant que jeune auteur, même lecteur. Et finalement, c'est des sujets assez sérieux, hein, c'est des sujets de géopolitique, de religion. Il y a énormément d'enjeux à la lecture de la BD. Donc je vais juste préciser quelque chose sur la couverture, parce que c'est pas précisé dans l'album. En fait, Napoléon s'est jamais rendu. Là, c'est l'hôtel de la cathédrale Saint-Pierre à Rome, et Napoléon s'est jamais rendu à Rome. Donc c'est une couverture à valeur, on va dire, symbolique. C'est l'empereur qui là, face à la doigt, là. Non, mais c'est assumé. C'est un choix artistique. C'est simplement de montrer cette opposition frontale
entre d'un côté l'empereur, voilà, qui avait conquis où il toute l'Europe, est seul face à toute une face communauté religieuse. Voilà, à la puissance de la religion. Et donc c'est une peinture. C'est une peinture, ouais. Je connais pas les dimensions. Ouais, ça... Mais et donc est-ce que le format BD, donc d'une petite 50aine de pages, est-ce que ça t'a obligé à faire des concessions sur l'histoire, sur certains passages, sur certains personnages? Alors ça c'est déjà le travail du scénariste. Effectivement, bon, c'est un format très court pour raconter tout ce qu'il a raconté. Hein, donc, et à la fois là, c'est deux destins. C'est le destin de Napoléon. Et rien que Napoléon. Alors il y a par exemple des doubles pages. C'est vrai que sur la bataille de Waterloo, on a juste une double page. Et c'est frustrant de faire que juste. C'est forcément. Alors ça n'est que des concessions. C'est juste un regard de deux personnes. Voire trois, parce que on est un peu plus nombreux avec le conseiller historique, etc. De ce personnage-là, de ces personnages-là, et ça n'est que des choix. Après, ça pourrait faire 250 pages facilement. Ça aurait été quand même juste. Voilà. Après, c'est beaucoup plus d'années de travail. Bon, alors, il y a l'avantage, le format là permet, on fait une BD en 46 pages qui est assez accessible. Avec un vocabulaire assez, enfin, pas facile d'accès quand même pour qui ne connaît pas l'époque. Et ouais, tout à fait. C'est un peu exigeant parce que bon, c'est un album qui a vocation de référence historique quelque part, tout en l'ouvrant à un public plus large. Après, donc le choix a été fait par le scénariste effectivement d'utiliser les termes adéquats. À la fin de l'album, il y a un lexique. Hein, alors il y a déjà un dossier documentaire. Donc oui, moi je suis tout à fait d'accord. Elle est un peu exigeante au niveau de. Oui. Vas-y, tu peux dire. Ah non, mais oui, du coup, voilà, on sait ce que ça veut dire. Je te cache pas que c'est pas ma spécialité, ce n'était pas. Mais... Moi, il y a quelques bulles, effectivement, où je me dis, celle-ci, je l'ai relis 3 fois, et ça vaut le coup d'avoir le téléphone portable à côté pour chercher les 2-3 mots. Mais après, j'espère que malgré tout, elle peut se lire, disons, en tout cas sur la partie relation entre les deux hommes et des événements, qu'elle est relativement accessible. Après, je veux bien croire qu'on bute effectivement sur des termes, sur qu'est-ce que c'est qu'une homélie, la tiare, même redire un peu les jacobins, qu'est-ce que c'est les jacobins, le jansénisme. Le jansénisme, etc. Donc oui, ça permet à la fois d'aller chercher un public de connaisseurs et voilà, c'est la difficulté. Voilà, c'est que c'est à la fois destiné. Dans la collection, il y a plusieurs scénaristes qui sont historiens, qui sont également donc premièrement historiens et scénaristes de BD. C'est pas le cas de Philippe Thirault. Après, je pense qu'il s'est aussi personnellement mis pas mal de pression pour être au niveau historique requis par la collection. Mais à la fois, c'est aussi, voilà, c'est autant lu peut-être par des gens, des universitaires, des spécialistes de la religion, etc. Et c'est pour ça que vous avez, alors j'ai vu dans la préface, vous avez eu un conseiller religieux, frère Renaud Escamp, pour être vraiment, donc il était garant d'une certaine véracité historique. Alors, est-ce que tu l'as rencontré? Voilà, moi je l'ai pas rencontré. D'accord. Tu as fait. Non, mais c'est fait exprès. Je l'ai pas rencontré, mais c'est pas grave. Non, mais je l'ai pas rencontré. Je pense qu'il a plus travaillé avec le scénariste parce qu'avec moi, pas particulièrement. On était quand même, alors que ce soit le scénariste ou moi, quand même pas mal en autonomie. Et je dirais que les cautions historiques et tout ça étaient plutôt là, à la fois avant. Où ils ont fait une sorte de résumé de leur vision en fait du pape et de la relation avec Napoléon, et après, en mode s'il y avait de grosses erreurs, etc., de dire bon là il faut repréciser. D'ailleurs, je pourrais montrer plus précisément, mais par exemple j'ai reprécisé la couronne lors du couronnement de l'empereur. Alors pour préciser, cette BD je l'ai terminée il y a plus de 2 ans. Hein, d'accord, allez, ok, ça. Entre le Covid, le temps de la sortie, etc., il s'est passé pas mal de choses, donc bon, même si j'ai rafraîchi les choses, il y a toujours un temps de décalage entre le moment où on le présente au public et le moment où on l'a fait. Donc ouais, là on est sur Sainte-Hélène, donc là voilà, donc là sur les derniers jours de... Dans l'inspiration, tu as parlé de film tout à l'heure, il y a un film Monsieur N qui se situe
voilà, tout le film se situe sur Sainte-Hélène, et sur la partie de la vie de Napoléon à ce moment-là. Et y compris, moi j'avais un livre qui a été fait par des gens, Fabien Lacaffe, un auteur de BD d'ailleurs qui avait travaillé sur le film, où il y avait tous les schémas de l'endroit où ils sont là. Donc ah oui, tous les plans. Ouais, tous les plans, etc. Bon, après j'ai eu d'autres documentations aussi. Ouais, mais ça permet de recouper un peu les sources et de. Voilà. Alors les sources d'inspiration, on parlait tout à l'heure, ça peut être. Alors en général, on prend pas trop des films, sauf si ils ont fait un travail historique remarquable, on va dire, parce que bon, on préfère la source. Oui, j'imagine. Plus fiable. Mais au niveau visuel, c'est souvent que ce soit pour les costumes ou des choses comme ça, une source énorme d'informations. Même si pour l'époque de Napoléon, on a des ouvrages où il y a tous les costumes de chaque bataille, etc. Donc il y a de la documentation. Et même donc le directeur de collection, qui est Bernard Lecomte, lui aussi, il avait pas un droit de regard, mais il vous chapeautait un petit peu pour que vous ayez dans la bonne direction. Oui, alors lui, c'est un journaliste, spécialiste à la fois sur la question religieuse. Là, il est spécialiste de tout ce qui est Poutine, etc. Donc voilà. Donc il a plusieurs casquettes. Alors lui, à la fois, il a fait une sorte de note d'intention au départ pour dire sa vision des deux personnages, tout en laissant le scénariste assez libre de faire sa propre interprétation. Je sais que tu voulais parler peut-être de l'éditeur aussi. Oui. L'éditeur a aussi donné sa vision, finalement, qui était intéressant parce que l'éditeur il vient avec sa vision un peu plus commerciale, on va dire. Surprenant. Ah oui, c'est pas. Mais par exemple, ça allait aussi dans mon sens. Par exemple, on a décidé d'intégrer un peu plus de Napoléon que ce qui était peut-être prévu au départ, notamment des grandes pages avec les batailles. Parce qu'il faut que ça reste quand même accrocheur à la lecture. Un peu divertissant quand même. Oui, c'est quand même un prochain éditeur de vente. Parce que là, voilà, on a les pages sur le conclave. Alors donc c'est lors de l'élection de Pie VII, de Chiaramonti, et qui va choisir le nom de Pie VII. Et on aurait pu faire tout l'album sur le conclave, qui était cette fois-là à Venise, etc. Mais voilà, le but c'était quand même de faire quelque chose. Alors bon, tu as dit au niveau du vocabulaire, c'est peut-être un peu trop exigeant même, mais au niveau de ce qui s'y passe, d'avoir autant, il y a des batailles, il y a des belles images, il y a un côté, un équilibre en fait à avoir entre le sérieux et, disons moi personnellement, mes références historiques, c'est également, par exemple le film 1492, Christophe Colomb. De Ridley Scott. Déjà, c'était ma référence, par exemple, sur Magellan. Moi, disons, après, il y a toutes les visions. Moi, je suis pour faire quelque chose qui va attirer le grand public, qui va quand même pas être trop dur d'accès. Après, Pie VII, c'est déjà un angle très, très particulier. Oui. L'album est ressorti dans la collection du Monde, où ils ont changé le titre, ils l'ont appelé Napoléon et Pie VII. Parce que... Ce qui est légèrement différent par rapport à ce qui est un peu différent. Mais bon, je dirais que c'est équilibré entre les deux hommes. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, mais moi, je trouve que présenter la confrontation dès le départ sur la couverture, je trouve ça assez intéressant. Plutôt que d'avoir un titre un peu fade, peut-être, de Napoléon et de Pie VII. Je te propose de passer sur la technique. Oui, vas-y. Si tu as quelque chose à rajouter. Du coup, on parlait des grands décors, etc. Moi, je me suis fait plaisir. Après, j'exagère aussi. Je suis parti, par exemple, il y a à la fois des très belles peintures, etc., sur le passage du col du Saint-Bernard, du Grand Saint-Bernard. Et finalement, moi, alors, ça peut... ma personnalité, c'est aussi des fois d'exagérer un petit peu, de rendre plus épique, un peu plus épique, un peu plus... par exemple, même le château de Fontainebleau est représenté un peu plus grand que ce qu'il est réellement, etc. On pourrait peut-être des gens vont dire il exagère un petit peu. Après, c'est ma vision artistique de la chose. C'est un choix aussi assumé. Oui, non. Après, est-ce que tu as encore quelque chose à rajouter sur la bande dessinée, mais voir aussi l'aspect technique du matériel que tu utilises. Donc là, le couronnement. J'arrive. Donc là, la couronne que j'ai dû refaire pour le spécialiste. Ah, parce qu'on t'a demandé de la refaire parce qu'elle n'était pas assez... elle correspondait pas. Oui, il l'a trouvé pas assez proche de la réalité. C'était pas très loin. Mais ça, donc c'était dû à quoi? C'était une mauvaise documentation ou
Non, non, après, Personne très pointilleuse. non, non, mais il avait une photo d'une meilleure qualité, par exemple. Un selfie. Non, non, mais, non, non, mais c'est très important. Mais par exemple, si on a une petite photo trouvée sur Internet où on distingue pas bien, bah, c'est peut-être pas, des fois, c'est pas une référence suffisante pour aller mettre le détail de sur l'ornement sur la couronne. Voilà. Après c'était des petites choses. Voilà. Je pense que moi, vu le peu de retours, je me suis dit j'ai fait un bon travail. Hein. C'est satisfaisant, je pense. Après, bon, c'est toujours critiquable. Hein. Sur la technique, alors moi j'expérimente beaucoup. Autant ma première BD était quasiment toute faite à la main. Là, alors moi quelque part j'aimerais que ça ne se voit pas. Mais celle-ci, elle a été faite entièrement sur ordinateur. Je sais pas. D'accord. C'était quoi? Toi, est-ce que tu... Oui, la question, quel matériau tu utilises? Est-ce que tu fais un storyboard? Alors, tu dis que tu as dessiné en informatique, mais dis-moi, raconte-moi un peu le processus de création de la bande dessinée. Le scénariste me donne voilà, le découpage par case. Ils disent telle case, il se passe ça, le dialogue c'est ça, etc. Et moi, je fais une réinterprétation de ce qu'il écrit, c'est-à-dire... je vais traduire, je me sens un peu comme traducteur de la vision du scénariste. C'est déjà de se dire, là je vais mettre une grande case pour ça. Parce que là c'est assez compressé quand même comme... oui, on a une parce qu'il y a beaucoup d'informations à mettre dans 46 pages. Donc il faut arriver à compresser. Donc voilà, on n'a qu'une seule page pour le couronnement par exemple. Donc à la fois il fallait forcément qu'il se couronne lui-même. Il fallait montrer Notre-Dame de l'extérieur, c'est important. C'est quand même un point central, le fait qu'il se couronne lui-même. Ah totalement. Au niveau de l'histoire, en fait, oui, c'est même une insulte à Picette. Surtout après quand il le relègue dans l'assistance lors d'une cérémonie où il est vraiment pas aux premières loges, il est vraiment mis de côté, quoi. De toute façon, toute leur histoire, c'est un jeu de pouvoir entre Picette qui ne cède pas et Napoléon qui veut le faire venir en France, mettre le centre de la papauté même à Paris, à un moment. Bon, après il essaye de le faire revenir à Avignon, mais non, Picette ne cède jamais. Malgré sa jeune expérience, Picette tient tête à Napoléon. Oui. Oui, c'est ce que je sais que tu n'aimes pas les réponses de oui ou non. Oui, non, il me faut plus. Mais oui, non, c'est vrai, c'est ce qui ressort de l'album. Mais c'est-à-dire que déjà, alors le pape d'avant a été déjà, c'est un pape martyr, Pie VI, qui est, alors oui, j'ai quelques images qui le montrent, mais on voit la fin de sa vie au tout début de l'album. Oui. Ouais, c'est-à-dire que il avait déjà séquestré Napoléon, l'a fait déjà emmener à Valence, et il meurt. Bon, la même chose qui arrivera à Picette après. Donc ça commençait déjà mal parce qu'il y avait effectivement le futur Picette avec le Pie VI, ils avaient une relation très privilégiée où ils s'entendaient très bien. Déjà, voilà, son mentor, on va dire, est mort en pape martyr. Et c'est pour ça qu'il prend le nom de Picette. Et il choisit le nom de Picette par rapport à ça. Et quelque part, je pense qu'il était déjà préparé à Napoléon, mais vu ce qui était arrivé à son prédécesseur, il savait que ça allait pas être facile. La fin était difficile. Le Concordat, où alors pendant la Révolution française, l'Église en France, voilà, c'était très compliqué. Alors ici, il y a un Concordat pour rétablir pas comme religion officielle, mais comme religion d'État. Voilà, avant c'était religion d'État, et puis là après c'est la religion prépondérante, on va dire. Donc finalement Pie-VII n'avait pas eu exactement ce qu'il voulait. Napoléon en plus essaye toujours finalement de faire du pape un vassal en fait, d'être au-dessus de lui. Bien sûr, là c'est l'arrivée, Rome est occupée, Napoléon en veut de toujours plus, et finalement Picette décide de l'excommunier, ce qui ne va pas du tout à Napoléon, etc. Et ça va plus loin. Alors du coup, après l'excommunication, Napoléon, en représailles, il fait rentrer ses soldats dans le palais du pape. Et on ne le voit pas là, mais et à partir de ce moment-là, il le séquestre et il l'emmène en France pour essayer de le forcer à signer ce qu'il voulait lui faire signer. Bon, il l'enferme 3 ans à Savone. 3 ans.
Et ben, il essaye de le faire craquer psychologiquement en le séparant de ses cardinaux, etc. Ça, c'est la Bérésina, c'est ça? Oui, ben, donc on alterne, dans l'album, on alterne entre cette lutte entre les deux hommes. Les tensions de pouvoir et forcément les conquêtes de Napoléon. Et voilà, et on rythme l'album avec les victoires d'abord, et puis après les défaites. Donc on a une double page, on n'a pas plus sur la Bérésina. Donc effectivement, même dans les bulles, c'est assez résumé. Hein, mais moi, je trouve que Philippe Thirault fait ça très bien, hein, d'expliquer tout l'enjeu, de dire bon bah là on va devoir construire de ponts, il faut la stratégie même de ce qu'était la bataille. Et finalement, voilà, le moment où charnière, où finalement l'armée de Napoléon commence à perdre. Et alors toi, en tant que dessinateur, en tant qu'auteur, comment est-ce que tu travailles? Comment est-ce que tu organises ton travail? Est-ce que tu travailles dans un atelier, chez toi? Bah là, maintenant, je travaille chez moi. Tu fais des horaires? Ah oui, mais je suis très 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 rigoureux. Mes meilleurs, c'est le matin. Après, bon, ça c'est une question de personnalité, mais moi, je me lève comme un... Je m'y mets assez tôt, pas trop tôt, mais... il faut quand même se mettre en fait, j'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé en atelier, et finalement, en atelier, j'ai souvent eu des soucis parce que... Bon, alors c'est l'ambiance collègue de travail qui est sympa, mais à la fois, ça demandait pour moi un niveau de concentration supérieur mais surtout au début. En fait, au début, je dessinais, tout était compliqué, en fait, les premières années... avec l'expérience, c'est plus facile. Et paradoxalement, c'est au début que je travaillais en atelier et maintenant je travaille chez moi. Mais finalement, bon, bah, je travaille sans musique. Parce que souvent on se demande... Oui. Et alors, moi, ce qui m'arrive, c'est qu'en général, quand j'ai une musique qui me vient dans la tête et que je suis en train de faire, par exemple, une bataille ou n'importe quel moment, je me dis c'est plutôt bon signe. D'accord. Voilà. Bon, après, j'ai pris l'habitude, mais en fait, c'est pas venu de rien. À un moment, je travaillais en musique, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent en musique, et puis finalement, c'était un grand mentor, disons, qui a écrit des livres de référence sur l'animation, le dessin animé, tout ça, qui lui disait non, mais c'est beaucoup trop sérieux pour finalement arriver à faire deux choses à la fois. Il faut, disons, ça demande de se concentrer, et je crois à ça. Je pense que je fais un meilleur travail. Disons, ça dépend des tâches. Il y a des parties où on peut se mettre en mode automatique, etc. Et dans ce cas-là, je vais écouter un peu de musique, mais en général, c'est un peu fou, mais chaque trait est décidé, en fait. Chaque trait du visage, chaque trait est une décision. Et oui, donc faut pas on dirait pas comme ça, parce que l'image, en général, on dit bah, t'as un bon coup de crayon, tu sais dessiner, et puis ça t'est venu... génétiquement, ou je sais pas... Naturellement, t'as pas eu besoin de travailler. Ouais, je suis plus efficace le matin. Après, ça dépend... Par exemple, j'écris aussi un peu du scénario que j'ai pas encore, disons, pas publié, en tout cas chez des éditeurs comme Glénat. Mais pour écrire, par exemple, je suis très actif le soir et le matin tôt. Et donc, alors, j'ai l'impression qu'il y a eu un problème avec les couleurs. Tu remercies les coloristes, tu remercies pour les conseils. Je me suis dit, il y a des soucis avec la couleur. Mais pourquoi tu tournes toujours comme ça? Non, je me suis dit... Non, il n'y a pas eu du tout de problème. En fait, c'est la premier album où je fais mes propres couleurs. Et je remercie effectivement les collègues coloristes. C'était pour juste, comment on va dire, des questions purement techniques par rapport à l'impression. Et c'est-à-dire que, vu que bon, je savais que mes couleurs étaient bien à l'écran, etc., c'était des questions purement techniques de dire, bon, bah, il ne faut pas qu'il y ait trop de noir dans la couleur, etc., pour que ça ressorte exactement comme je l'ai pensé, etc. Donc j'étais très content de voir qu'il y avait une grande solidarité dans la profession, parce que bon, ce n'est pas forcément toujours le cas, et justement, plusieurs coloristes, là j'avais posé mes questions sur internet, etc., et plusieurs coloristes qui ont beaucoup d'expérience m'ont répondu très rapidement, simplement, en me disant ah ben moi aussi c'est pareil, quand je commençais là-dedans, j'étais bien content que quelqu'un m'aide, etc. Et c'est surtout que ça a pu me rassurer sur le fait et que j'aurais exactement ce que je voulais à l'impression. Et je suis très content. Donc c'est un métier à part entière, comme on parlait de cover artiste. Bien sûr, c'est un métier à part entière qui est sous-évalué, sous-payé, etc. Un métier normal, quoi. Non, mais même, allez, pour aller plus loin,
là-dedans, c'est que souvent les coloristes ne sont pas considérés comme auteurs sur l'album. En général, même si le coloriste n'est pas marqué sur la couverture, il ne perçoit pas de droit d'auteur, il n'est pas reconnu comme auteur, il est plus payé à la tâche, on va dire. Ce qui est quelque part pas du tout normal, puisque l'impact de la couleur au niveau de ce qui est raconté est primordial. Ça crée toute l'ambiance de la page, quasiment. Oui, je pense qu'un mauvais coloriste, ça peut flinguer une bande dessinée. On va passer à ton métier d'éditeur. Et après, s'il y a des questions dans le public, vous n'hésitez pas, vous levez la main, vous criez pour poser une question. Ouais, alors ça, c'est quelques images de référence voilà, que j'ai rajoutées. Il y a énormément de tableaux d'époque. Je peux juste préciser ça, bien parce sûr. que finalement... là, on voit les portraits de 3 des personnages qui apparaissent dans l'album, et je fais très vite, hein, mais sur... alors, il y a beaucoup de cardinaux. Consalvi, c'est l'aide de Pissette, le secrétaire. Voilà, c'est ça. C'est son fidèle qui est effectivement toute sa vie, il lui est fidèle. Et par contre, le cardinal Fetch, c'est l'oncle de Napoléon. D'accord. Et qui lui aussi est un cardinal et va avoir énormément de pouvoir. Disons, il va représenter le côté de l'Église napoléonien, on va dire, avec les intérêts. Tout modéré malgré tout. Et la mère de Napoléon, qui n'était pas du tout d'accord avec son fils, hein, souvent. C'est souvent le cas. Surtout par rapport à la religion. Alors, j'ai mis ça juste parce que là, comme ça, avec les portraits, on voit que, par exemple, Consalvi et Fetch se ressemblent énormément, si on devait les dessiner. Alors, à la fois, dans une BD historique là, comme celle-ci, il y a énormément de personnages, de cardinaux, etc. Et il y a forcément des choix, c'est-à-dire que plutôt quand on parlait, parce qu'il y a un tel qui va avoir dit ça, un tel qui va avoir dit ça dans la réalité historique, et on va forcément simplifier parce que sinon ce ne serait pas du tout lisible. Et en particulier, donc ce sont 2 personnes très importantes dans l'album, et parce qu'ils se ressemblaient peut-être même un peu trop. Il a fallu en modifier. Voilà, j'ai modifié Consalvi drastiquement, on va dire. On va le voir après. Et par contre, le cardinal Fetch, j'ai fait à peu près un personnage qui lui ressemble. Et Consalvi, j'ai complètement changé. J'ai mis un personnage avec un bouc, etc. Parce que... pour l'identifier un peu mieux, quoi. Alors, ce qui est bien, c'est que dans l'album, il y a les portraits, donc on voit bien la différence. Mais la BD, ça reste... disons, il faut qu'on puisse reconnaître les personnages facilement. On est parti de Tintin avec un personnage à la huppe, etc., qui se reconnaît au premier coup d'œil. Alors, par le passé, j'ai aussi pu constater que dans certains albums, que finalement, si les personnages n'étaient pas suffisamment reconnaissables, c'était très très problématique. Parce que, je te confirme. Voilà. Et du coup, d'où ce choix-là. Napoléon a toujours les sourcils froncés, donc lui on le reconnaît. C'est pratique. Napoléon, il fallait qu'il ressemble au vrai Napoléon, parce qu'on le connaît un peu trop bien. Là, j'ai juste mis une retouche, parce qu'il y a eu, entre une version... ça, c'est la 2, c'est la version dans l'album, et après, je vais vous montrer... Donc ça, c'est le début de l'album, le cercueil, c'est celui de P6. Voilà, c'est lorsque P6 meurt, etc. Finalement, le scénariste, il avait mis une information qui était incomplète, ou je sais pas, et du coup, la première version du scénario, j'ai écrit... Voilà, il était enterré dans une fosse commune à l'extérieur, et finalement il s'est rendu compte que c'était pas ça. Du coup, moi j'ai dû tout redessiner. Les erreurs sont très coûteuses, on va dire. Oui, j'imagine, en termes de temps. Voilà, c'était juste. Du coup, j'en profite parce que cette image, vous la verrez nulle part, donc, pour montrer un peu l'exactitude historique qui fait qu'il y a des repentirs. Bon. Donc on arrive donc à mon activité, on va dire, d'éditeur, qui est à la base, c'est. Alors moi je m'intéresse au métier du livre dans sa globalité. Et j'ai fait dessinateur, maintenant je fais la partie couleur, et il manquait la partie éditeur. Un artiste complet. Non, mais à la fois c'est à la fois pour connaître encore mieux le métier du livre, mes collaborateurs, etc. Et quelque part, mieux on comprend le métier de l'autre, mieux on sait ce qu'il peut nous apporter et ne pas nous apporter.
Mais c'est à la fois dans une volonté d'indépendance éditoriale, etc. De mener un projet de A à Z. Parce que par exemple, moi j'aime également la fiction, j'aime l'imaginaire. Alors bon, c'est vraiment différent. Et ça permet d'assouvir un peu ces envies créatrices. Voilà, c'est histoire de ne pas être limité par une ligne éditoriale. Alors il y a beaucoup d'éditeurs, il y a beaucoup de possibilités, mais malgré tout, il n'y a pas de la place pour tout, même dans le monde. Alors c'est peut-être une vision très subjective et d'autres pourraient dire fausse, hein, mais moi j'ai la sensation que tous les éditeurs ne sont pas ouverts à tout. C'est-à-dire qu'ils ont chacun leur ligne éditoriale qui est assez définie. Par exemple, quand on présente un projet, je peux envoyer chez Glénat, on peut dire bah, ça nous intéresse pas, je vais envoyer chez quelqu'un d'autre. J'ai fait un ami auteur qui a eu ça il y a pas longtemps, et ils lui ont dit ah mais non, mais ça correspond à Glénat. Donc, que Glénat ne voulait pas, etc. Et donc finalement, moi en tant qu'auteur, je me rends compte de plus en plus, je me suis adapté à l'éditeur, jusqu'à ne plus être vraiment moi, entre guillemets. C'est-à-dire que je suis finalement, disons, ça me correspond, mais c'est juste une petite partie de moi. Et disons, il y a tout un tas de choses que je ne peux pas faire si finalement je ne deviens pas moi-même éditeur. Notamment des choses dans des mondes fantastiques, imaginaires. J'ai même une vision, même par rapport à ce qui peut se faire en France. C'est-à-dire que malgré tout, on a un pays pas si grand que ça, avec un certain nombre de festivals, de prix, et avec des goûts particuliers, on va dire. Par exemple, moi j'adore le fantastique espagnol, dans certaines séries, films, etc. Et je trouve pas tellement la même chose en France. Même il y a pas longtemps, je me disais, qu'est-ce qu'il y a comme film français fantastique et finalement, par rapport à une recherche personnelle, et je suis revenu, ça va rejoindre un peu la BD historique, et je me disais, le Pacte des loups, par exemple. Et le Pacte des loups, alors, je sais pas si vous avez vu le film. C'est la Bête du Gévaudan, c'est ça. Ouais, c'est la Bête du Gévaudan, mais il y a vraiment ce mélange entre la moitié du film, c'est sérieux, historique. Historiquement, oui, c'est assez. Et la deuxième moitié du film, on va dire, ça part un peu en n'importe quoi par rapport au côté historique, et c'est fantastique. Mais il y a quand même. On se raccroche à une réalité historique, etc. Dans laquelle on peut insérer un petit peu de fantastique. Voilà, et des fois, moi j'ai envie d'aller plus loin par rapport, on va dire, au carcan qui est imposé, quitte à l'ouvrir même à un public plus large, même pas que francophone, hein, ou francophone québécois, ou des choses comme ça. Et c'est pas forcément, on n'a pas forcément accès à ça lorsqu'on propose un album chez Glénat, ou pas directement. Si ça fonctionne bien à ce niveau-là, ils ont des partenariats, des fois ça se fait, mais c'est pas vous qui êtes en contrôle de ça. Et donc ça, c'est ce que tu essaies de faire avec les gens de Roquebrune ? Voilà, et en fait j'ai toute une série de projets, alors que ça va autant de la bande dessinée, où là j'ai écrit des scénarios qui sont en cours. Après, bon, il y a toute une question de se financer, etc., de faire que ce soit viable économiquement, etc. Qui est une réalité. Pour transformer en une réalité, mais il y a tout un tas de projets, donc projet de roman, là qui est écrit par Hélène Dahl, qui s'appelle Les gens de Roquebrune. Et alors on va dire, c'est pas historique, c'est médiéval. C'est un peu fantastique, le deuxième tome sera un peu plus fantastique, mais bon, c'est assez grand public, pour dire que c'est pas très fantastique. Il y a par exemple, au niveau de la religion, il y a un petit peu, c'est même pas de la magie, c'est un peu des croyances, etc. Dans les autres, donc je disais projet de roman, projet de bande dessinée, mais je suis également en train de réaliser un jeu de société, vu que je disais que j'étais illustrateur de jeux de société. Des figurines aussi, Voilà, de figurines. Donc là, je suis en train de faire un jeu de figurines avec un ami qui lui est plus sur la partie tactique, on va dire, du jeu. Toi, tu t'occupes donc de tout ce qui est visuel. Disons de la partie illustration. Mais aussi de la partie maison d'édition, en fait. Du coup, c'est maison d'édition de livres. Je vais faire du jeu de société un petit peu. Et ça, c'est... alors, j'ai même un livre pour enfants qui est fait, mais qui n'est pas encore sorti, que je dessine moi, sous pseudonyme, etc. Alors, dans un style qui n'a rien à voir.
Voilà. Mais Les gens de Roquebrune, c'est du coup le premier projet sorti. Ce sera en 2 tomes. Ça, c'est le premier tome. Le deuxième sortira cette année, là, d'ici quelques mois, il est bientôt fini. Donc après, il y a tout un travail de relecture. Alors bon, c'est très intéressant pour moi parce que je vois toute la partie que je ne voyais pas, c'est-à-dire mise en page, relecture, correction. Bon, il y aurait une légère réécriture également de l'auteur qui refait un passage. Et aussi relation avec l'imprimeur. Ça rejoint un peu la question technique, par exemple, que je disais tout à l'heure sur combien de pourcentage de noir dans la couleur pour que ça ressorte bien, etc. Et tout cet aspect, il faut que tu le... Et l'aspect marketing, etc., jusqu'à la vente, festival et relations publiques, quoi. Qui est un énorme travail. Voilà, et puis bon, juste parce que j'ai fait également la figurine, alors là je suis sculpteur. Je l'ai vu sur le site. Donc moi, sur ce roman, je me suis occupé de la partie illustration, donc de la couverture, il y a une carte à l'intérieur, de la mise en page, et du coup du travail éditorial. Ce qui est énorme travail. Je sais pas, il n'y a aucune question non, sur personne n'a levé la main. Non, mais du coup, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je pense qu'on peut en rester là. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Non, moi j'aime bien les auteurs qui parlent, donc c'est cool. Écoute Thomas, merci. Voilà, juste pour dire que donc il y a une table à l'extérieur avec le roman. Je vais amener le roman. Il y a aussi la BD Pissette que je peux vous dédicacer. Le roman aussi à la vente. Donc voilà, il y a une séance de dédicace avec Charlemagne Fréjus juste dehors. Merci, Thomas, merci à vous d'avoir écouté. Merci.